Donc on a répondu sur l'ADN à une demande, hein, c'était dans les séances précédentes, il y avait une demande sur ce sujet-là en particulier. Donc on est là pour répondre aux demandes, donc on est parti sur cet élément. Donc avec l'ADN, je vais vous expliquer ce que c'est, et puis le secret de la vie, parce qu'en fait c'est par cet intermédiaire que se transmet la vie, et que les individus qui sont issus ont été conçus par leur propre ascendant et conçoivent leurs descendants. C'est un sujet extrêmement intéressant, tellement intéressant que Salvador Dali s'en est emparé. Et quand on a découvert la double hélice dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la structure de l'ADN, comment ça fonctionnait et comment ça existait, il a fait un tableau dédié à l'ADN, à Crick et Watson qui avait découvert comment la double hélice, et il l'a appelé Gala-acido-désoxyribonucléose. Bon, c'est Dali, quoi, en fait, qui a mélangé l'ADN et Gala, qui était sa muse. Je trouve que c'était amusant de vous donner ça. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est que nous sommes constitués de plusieurs milliards de cellules. Je reviendrai sur les chiffres après. Cellule, c'est l'unité de base de ce qu'est un organisme vivant, que ce soit un être humain, un mouton ou un autre être humain. Et cette cellule, elle a cette disposition à peu près, c'est-à-dire une entité avec une enveloppe. Au sein de cette enveloppe, il y a un liquide qui s'appelle le cytoplasme qui est ici, et au milieu, il y a un noyau. Et dans ce noyau se trouve le message génétique et l'ensemble des constituants de cette cellule et de cet individu. Seuls ceux qui sont utiles pour cette cellule se sont exprimés à cet endroit-là. Donc la cellule, et nous sommes constitués de plusieurs centaines de milliards de cellules, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cette cellule, pour comprendre, dans son noyau, à l'intérieur du noyau, on a vu juste à présent, il y a des chromosomes. Chromosomes, ça parle à peu près à tout le monde. Donc chromosomes, on décrit classiquement 3 parties, on s'en moque. Il y a donc des chromosomes qui sont ici, que l'on peut identifier par un cariotype, je vous en montrerai un tout à l'heure. Et puis, ces chromosomes sont en fait constitués de brins qui, au bout du bout, quand on les déplie complètement, se présentent sous cette forme de paire de bases. Donc ça, c'est le constituant infime de ça, ça c'est le constituant de ça, et la cellule, c'est le constituant de l'organisme. Jusque-là, ça va? Faut m'arrêter si je vais trop vite. Donc ça, c'est classiquement un cariotype d'un être humain, où il y a un certain nombre de paires de chromosomes, puisqu'ils vont toujours par paire, avec une paire particulière, qui est celle qui fait qu'on est un homme ou une femme, c'est-à-dire XX pour une femme et XY pour un homme, c'est la dernière. Donc 26 paires de chromosomes. Et nous, on va s'intéresser à la toute petite partie minuscule qui se situe à l'intérieur du chromosome. Pensez que c'est un immense tas de sable et que nous, on va s'intéresser uniquement au grain de sable. Donc on avance avec quelques définitions. On ne va pas revenir dessus, mais il fallait les faire quand même. Le PowerPoint sera à disposition de toute façon. Hein. Donc ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Donc c'est le constituant de l'ADN qui lui a donné son nom. Et ça constitue la molécule support de l'information génétique héréditaire. J'ai gardé cette phrase parce que la molécule, c'est la partie la plus petite. C'est la partie la plus petite que l'on puisse décrire. Et dans cette partie la plus petite, la molécule, il y a l'information génétique. L'information génétique, c'est celle qui est relative au gène. Et donc, ce qui permet de donner l'information génétique, c'est le gène. On va revenir après sur ce qu'est le gène. Et c'est héréditaire, c'est-à-dire que c'est à partir de cette entité minuscule que se fait la transmission d'un certain nombre de messages. On va revenir sur les messages. Donc, notamment les caractères génétiques des parents à leurs descendants passent par cette information génétique. C'est là qu'est l'information, à ce niveau-là. Donc, l'ADN, c'est une molécule, on a vu là, hein, sur le schéma précédent, où il y avait le cariotype, c'est comme un truc que vous tirez comment ça s'appelle, un ressort, et vous pouvez le tirer pendant des centaines et des centaines de fois, parce que c'est immense comme affaire, c'est complètement replié, et donc c'est une succession de nucléotides. Alors, nucléotides, on y reviendra plusieurs fois, en fait, nucléotide, c'est la partie de base du gène. C'est la partie de base du gène. Dans un gène, il y a plusieurs entités, et l'entité de base, qui, mise bout à bout, tous les nucléotides mis bout à bout, font un gène.
Donc ils sont accrochés l'un à l'autre par des lésions phosphodiester. J'ai laissé celle-là par fainéantisme, je n'ai pas voulu l'enlever. Des liaisons entre les différents constituants, il y en a partout. Je ne les ai pas gardés parce que ce n'est pas intéressant pour le sujet de ce soir. Donc ça, vous l'oubliez. Ça, par contre, c'est essentiel. Essentiel. C'est la clé de tout ce qu'on va dire ce soir. Il y a 4 nucléotides. Donc nucléotides, je vous ai dit, c'est l'élément de base du gène, différents, qui ont chacune un nom, l'adénosine, la cytidine, la guanosine et la thymidine. Donc schématiquement, on l'appelle A, C, G, T. Et c'est l'ordre d'enchaînement très précis de ces A, C, G, T qui va donner l'information génétique. Je vous explique. Lorsqu'on se parle, qu'on s'écrit, on utilise des lettres, les lettres de l'alphabet. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de lettres dans l'alphabet? 46. Parce qu'il y a des lettres qui sont très peu usitées. Donc il y en a 26 qui sont habituellement usitées. Il y en a 46 qui sont décrites, dont une n'existe que dans un seul mot. C'est rigolo, hein? Mais bon, c'est juste pour dire que tout est complexe, même l'alphabet qui vous paraissait simple. Et l'alphabet, si vous décidez de mettre ensemble ABCD, vous n'allez pas avoir beaucoup de possibilités. Si vous décidez de mettre ensemble BCD, vous n'en aurez pas. Donc l'enchaînement des lettres est fondamental. C'est l'enchaînement des lettres qui permet de faire des mots que l'on va comprendre les uns les autres. Et c'est l'enchaînement des mots qui va permettre de faire des phrases. Et l'enchaînement des phrases va permettre de faire une lettre d'amour, une sommation d'huissier, un traité que personne ne voudra lire, un roman très intéressant, enfin, peu importe. Mais on a cet enchaînement successif qui permet de faire. Donc pour ce qui concerne la partie génétique, l'enchaînement repose sur ces 4 éléments que sont l'adénosine, la cytidine, la guanosine et la thymidine, ACTN. Alors, ces 4 éléments de base, donc qui sont la toute petite partie de ce qu'on a vu tout à l'heure, constituent l'ADN. L'ADN, je vous mets cette définition parce qu'on est bien obligé de la passer à un moment donné, mais on va juste faire 2-3 schémas pour que vous compreniez, on ne va pas s'y étendre sur cette affaire. Il est assemblé en 2 brins complémentaires enroulés en hélice. La forme hélice, que je vais vous montrer après, c'est celle qui permet d'avoir un minimum de stabilité pour l'ensemble et puis de lui permettre d'utiliser le moins d'espace possible et donc de pouvoir, en s'enroulant, constituer les chromosomes qu'on a vus tout à l'heure. Alors il y a plusieurs formes possibles. L'essentiel, c'est de garder l'idée que 10,5 paires de bases par tour, c'est-à-dire que l'hélice est extrêmement normée. Il y a un certain nombre de gènes par tour d'hélice. Tour d'hélice, ça cause à tout le monde, hein, c'est un tour, quoi. D'accord? Et que le pas, lui, il fait 0,34 nanomètres, ce qui est infime, mais c'est toujours pareil, grâce aux liaisons chimiques dont on ne parlera pas. Donc, l'ADN, c'est le support de l'information génétique, c'est là qu'est l'information qui permet de transmettre l'ensemble des caractères d'un individu à son descendant, d'un individu vivant à son descendant, c'est pas limité aux êtres humains, et donc il y a des milliers de gènes dans l'ADN avec des successions de nucléotides, donc le ACTG dont on a parlé tout à l'heure. Donc le code génétique, il a plusieurs particularités. Là aussi, on va pas trop rentrer là-dessus parce que le code, c'est-à-dire la succession des lettres qui fait des mots, les mots ont des particularités. Certains sont en 3, d'autres en 2. Bon, on va pas rentrer, c'est pas intéressant pour nous ce soir les détails, mais il faut juste savoir que l'unité de base, c'est la lettre, donc les 4 bases dont on a parlé. L'ensemble se réunit pour faire l'équivalent d'un mot. Le mot, c'est le triplet, donc c'est le code génétique, et lui, il sera associé à un acide aminé particulier, l'ensemble des acides aminés formant les protéines. Donc le nombre de gènes codant les protéines, je reviens sur tous ces points après, hein, est estimé à 40 000 chez l'être humain. Donc la double hélice, je vous montrerai après un schéma, ça a cette particularité, comme on a une hélice avec un appariement très précis entre chaque base, lorsque ces doubles brins se détachent et se dupliquent, on a une réplication à l'identique de l'information du début. Donc, vous laissez ça de côté, on va au schéma où ce sera beaucoup plus simple. Donc je reviens sur le schéma du début avec la cellule, le noyau, dans le noyau les chromosomes, et à l'intérieur du chromosome l'ADN, sous forme d'une double hélice, avec des milliers de gènes.
Donc là, on représente la double hélice pour que vous la voyez mieux, pour que ça parle plus, avec la succession des bases, donc C, G, T, A. On reviendra sur comment ces bases se succèdent, mais ayez en tête cette idée qu'on a deux brins identiques qui se tournent les uns sur les autres, avec une succession de ces quatre bases dans un ordre qui décide de ce que sera le message par la suite. Alors, ça c'est la clé de tout. Si vous retenez qu'une chose ce soir, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand on va à l'infiniment petit, en matière génétique, on a de l'adénine qui est capable de se fixer à de la thymine, mais qui ne se fixera jamais à la guanine ou à la cytosine. On a de la thymine qui peut se fixer à l'adénine, mais qui ne se fixera jamais à la guanine et à la cytosine. De la guanine qui se fixe à la cytosine, mais jamais à l'adénine ou à la thymine. Donc on aura AT ou TA, on aura GC ou CG en succession. Dans le langage informatique, vous avez un langage qui repose sur le 0 et le 1. Pour ceux qui connaissent, vous avez une succession de 0 et de 1. Là, on aura une succession de ATGC. Et dans l'alphabet, on a les 26 lettres, qui en fait sont 46, pour ceux qui voudront regarder après, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder après. Donc voilà, donc ça c'est la clé de tout. Et une fois que vous avez retenu ça, vous avez toute la soirée. Le reste c'est de l'amusement, donc vous pouvez partir. Donc on est d'accord, hein, A, T, T, A, G, C. Je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai allé trop vite quand je l'ai écrit. Mais bon, c'est cette succession-là qui est essentielle. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend tout le reste de ce qui va se passer. Donc c'est la même histoire que l'alphabet, où vous prenez les lettres, vous les mélangez, et après, selon l'ordre que vous allez décider, vous allez avoir des mots, puis des phrases, puis des textes beaucoup plus agrandis. En fait, vous vous rendez compte que nous, on manie au moins 26 lettres de l'alphabet, donc on est vachement plus fort que le code génétique, quoi. Il manie que 4 bases. Donc ça donne ça. Si on regarde du point de vue de l'appariement entre toutes les bases, donc les bases qui sont appareillées entre elles avec un certain nombre de liaisons chimiques qui sont très précises dans leur installation, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc on a AT et puis on a GC. Si vous regardez les couleurs, vous voyez que les choses se construisent autour de ça. Donc, l'ADN, c'est du vivant avec deux brins qui s'enroulent l'un autour de l'autre pour former une double hélice dont le pas est extrêmement précis. D'accord ? Donc chacun de ces deux brins est appelé polymère ou polynucléotide, logique, hein, il y a plusieurs nucléotides dessus. Et chaque monomère qui le constitue, chaque élément de base, est un nucléotide dans lequel il y a une base azotique, puisque les A, C, G, T, en fait, sont des bases puriques. Les bases puriques, bon, c'est de la chimie de base, hein, vous les retrouvez dans l'acide urique et vous les retrouvez dans la goutte, par exemple, les crises de goutte. C'est la même chose. C'est de l'azoté, c'est pareil. Sauf que là, ça sert à quelque chose de plus noble. Alors, on comprend bien maintenant qu'on a cet élément, que c'est l'ordre dans lequel ces différents éléments se retrouvent qui vont donner le séquençage et qui vont permettre de s'exprimer. De la même façon que pour s'exprimer, on utilise des lettres qu'on assemble en mots et puis en phrases, et puis entre nous, on se comprend. De la même façon, dans la génétique, l'appariement des bases ATCG va faire une séquence, et cette séquence va exprimer quelque chose. C'est clair? Jusque-là, vous m'arrêtez, c'est pas clair. D'accord? Il y a quelque chose, on y vient après. Donc c'est ça qui porte l'information génétique. Et comme il y en a beaucoup, l'équivalent de bibliothèque entière, on retrouve l'ensemble des éléments qui constituent un être vivant et qui vont lui permettre de fonctionner après. Alors, je vous mettrai un schéma après sur cet élément-là. La succession des bases nucléiques, c'est-à-dire des informations de base sur adénosine, thymine, cytosine, guanine, détermine la succession en miroir des acides aminés qui vont faire les protéines issues de ces gènes. Donc on a une information génétique avec les bases nucléiques.
cette information génétique va construire des protéines en s'appareillant morceau par morceau avec des acides aminés pour les remettre les unes à côté des autres pour en faire des protéines. Et c'est l'ensemble de ces protéines qui après va circuler dans l'organisme et qui va faire le reste du travail. Donc le code génétique permet de constituer les protéines qui iront après faire le travail ailleurs. Pareil, hein, il y a un appariement sur les bases puriques, adénosine, thymine, cytosine, guanine, et puis les acides aminés. Je ne vais pas détailler, il y a 20 acides aminés qui existent. Donc la correspondance entre ces deux, c'est-à-dire la traduction entre les deux, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Et l'ensemble des gènes d'un organisme constitue son génome. Donc on revient à des schémas, parce que c'est toujours plus parlant. Vous avez votre double hélice, avec les deux brins. Donc là il y a un brin, puis là il y a un brin, qui tournent, les deux, et puis les bases qui se succèdent. Après il y a un certain nombre d'autres éléments dedans, mais ne le retenez pas. Ce qui compte, c'est que nos 4 bases de tout à l'heure se succèdent, et dans un ordre qui constitue le gène. Donc selon le gène dont on va parler et qui va avoir telle ou telle fonction, on aura d'abord adénosine, puis thymine, puis cytosine, puis guanine, 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 en une succession qui va donner le code. Donc c'est vraiment du code, tout à fait. Alors, chaque nucléotide est très petit, mais là on a à l'échelle de millions. Pour ce qui concerne le chiffrage sur le nombre de molécules d'ADN qui sont les unes à côté des autres pour constituer un brin. Alors, par exemple, le chromosome 1, dont je vous montrerai après le détail, qui est le plus grand des 24 chromosomes humains, contient 20 millions de paires de bases pour une longueur linéaire, si on le déplie complètement, de 7 cm. Un truc qui au départ était microscopique. Hein. Si vous le tirez complètement, il fait 7 cm, ce qui est énorme, avec 200 millions de paires de bases. Les paires de base, c'est les ATCG dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'informations dans un tout petit espace, et que cet espace a été organisé pour qu'avec le double brin, il soit utilisé au mieux, et qu'il puisse faire ses fonctions après. Jusque-là, ça va? M'arrêtez ici, je vais trop vite. Hein. Donc je le remets en dynamique, pour que ce soit plus joli. Là, je suis arrivé, là, je suis content de moi. Ah, du coup, je vais m'asseoir et puis... Ah, c'est joli quand même. Hein, donc là, on voit mieux le double brin. Donc il faut imaginer qu'il y en a comme ça des millions, hein, les uns au bout des autres. Hein, et que c'est la succession des taches de couleur qui donne l'information. Là sont représentées aussi les liaisons, mais ce n'est pas le sujet. Donc, selon les espèces, il peut y avoir le brin qui tourne dans un sens et le brin qui tourne dans l'autre. J'étais sûr que quelqu'un allait me poser la question, mais bon, personne ne l'a fait. Ça va venir. Ça va venir. Ça, c'est selon les espèces. Oui. Donc, on reviendra sur les espèces après. Et donc, là on arrive au cœur du sujet, quoi. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est qu'ici, on a les deux brins, qu'on a vu tout à l'heure, avec la succession, vous voyez, ATCG. Et puis la succession n'est pas dans le désordre, mais elle veut dire quelque chose. De la même façon que quand vous voyez un texte, il veut dire quelque chose. Mais si vous regardez un texte en chinois, où il y a 50 000 caractères, vous n'allez pas comprendre, quoi. Sauf ceux qui parlent chinois, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. Donc là, c'est pareil, on a l'impression de ne pas comprendre, il y a quelque chose qui s'exprime. Donc, ces deux brins qui sont ici, lorsqu'ils s'ouvrent, d'accord, pour se dupliquer, ici et ici, vous voyez que celui qui était là, à mesure qu'il se duplique, va être dupliqué à l'identique. Est-ce que c'est clair, là? Il est dupliqué à l'identique parce qu'il s'ouvre ici, entre le T et le A, et que là, quand il va se remettre ici, le A va avoir un T en face de lui. D'accord? Cette partie-là est une partie en construction, morceau par morceau. Ça ne se voit pas bien là-dessus, mais j'avais un petit film et je n'ai pas osé le mettre. Donc ça, c'est une construction morceau par morceau. Donc là, il y a T et T. Donc en face, ceux qui travaillent, les enzymes, vont ramener AA. Et ils construisent comme ça. Ils construisent comme ça. Et donc vous voyez qu'au bout, vous aurez deux brins qui seront identiques au premier. C'est clair, là? Ça, c'est fondamental, hein, cet élément-là. Donc c'est ce code... T-A-A-T, C-G-G-C, qui décide de cet élément-là. Alors il y a plein de petits travailleurs qui viennent là pour faire ça.
pour ouvrir ici, pour rapprocher les morceaux, pour les recoller et puis pour le faire partir. Mais on ne s'occupe pas de la plaie ici, on s'occupe que des choses vraiment importantes. Quoi, hein. Donc ce qui est important, c'est que vous avez un brin ici et 2 brins ici qui sortent rigoureusement identiques. Donc vous avez transmis l'information. Donc l'élément essentiel pour la pérennité des espèces vivantes est là. Parce que pour qu'une espèce vivante se pérennise, continue, il faut qu'elle soit capable de redonner l'information à la suite, et nous, des enfants, et les enfants vont avoir d'autres enfants. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Des enfants. Donc on a parlé tout à l'heure du code génétique, là je vous le représente, en fait c'est une séquence. C'est une séquence qui peut paraître dans le désordre, mais qui en fait correspond à un message qui va être donné ensuite. D'accord ? Et donc c'est une séquence à partir de... C'est quoi les petits éléments de base ? A, T, G, C. Dans un ordre qui varie. En fait, c'est plus compliqué que l'informatique, qui est vachement simple, puisqu'il n'y a que des 0 et des 1. Voilà, donc ça, c'est juste la représentation de l'élément de base. Alors, ce gène, avec cette succession de ATCG, va construire des protéines. Le gène, lui, va rester à l'intérieur du noyau, il va rester dans un endroit protégé, il va essayer de rester pur, on reviendra là-dessus après, se reproduire, mais il va envoyer d'autres travailler. Et ces autres qui vont travailler et qui vont constituer l'organisme ou qui vont remplir un certain nombre de fonctions, ce sont des protéines. Et une protéine, c'est une molécule du vivant qui est formée d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés différents. Donc 4 bases, 20 acides aminés. Et la succession des bases sur le gène va décider des acides aminés qui vont être assemblés ensemble. Avec un code immuable aussi. Bon, je ne vous le mets pas parce que ça va compliquer, mais vous avez compris le mécanisme, quoi. Et donc, vous avez vos successions de ATCG qui, en face, vont décider, une fois assemblés, de quel acide aminé on va mettre, à côté de quel acide aminé, quel acide aminé, quel acide aminé, et au bout, hop, ça fait une protéine. Donc, on arrive à cette transcription. Donc, il y a le double brin d'ADN, l'hélice, ici, avec les bases successives, qui se transcrit. Alors, je vous ai zappé l'ARN messager parce qu'il y a un intermédiaire qui fait exactement la même chose pour faire miroir. Je l'ai zappé pour faire plus simple. Et qui donc aboutit à une traduction avec les acides aminés. Donc là, il y en a un certain nombre qui sont représentés, phénylalanine, arginine, tyrosine, etc. Et qui sont appareillés de façon arbitraire en fonction des codons, c'est-à-dire des petits éléments de base. Alors qu'ils peuvent être par 3, par 2, par 4, mais on s'en fout. On retient juste que cette succession-là va aboutir à ça. Et qu'autant de fois on va retrouver cette succession dans le gène, autant de fois on va retrouver de l'arginine. Et l'assemblage de 10 arginines plus 2 phénylalanine et une tyrosine va donner une protéine d'une forme avec une fonction particulière. Donc transmission de l'information par cet intermédiaire-là. Alors, ce que je vous ai présenté là est assez théorique, parce qu'évidemment, il peut y avoir des altérations pour diverses raisons, on en citera tout à l'heure, puis ça peut ne pas marcher. Parce que le fait que ces trucs se mettent ensemble et puis arrivent à fonctionner ensemble, ça relève d'un mystère qui nous dépasse complètement, parce que la probabilité que ça arrive à marcher est quand même extrêmement faible, pour autant ça marche. Et donc il peut y avoir, à chacun des endroits, des altérations, des pertes, des modifications, sur chaque endroit. C'est la réalité, ça, hein, tout à fait. Et donc ce système est un système vivant et dynamique qui en permanence est surveillé, et en permanence, s'il y a un bout qui manque ici, quelqu'un va s'en rendre compte, va alerter quelqu'un d'autre, qui va faire venir quelqu'un d'autre pour le réparer. Donc il y a un mécanisme, un maelstrom constant de dégradation, réparation, modification, mutation, sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est là où, si ça ne fonctionne pas bien, on peut avoir l'apparition de maladies ou de mutations
ou d'altérations qui sont contraires à la vie ou à la transmission de la vie. Donc il y a un enjeu autour de ça, mais ce n'est absolument pas figé cette affaire. Ça bouge sans arrêt, sans arrêt. Sur la description de l'ADN, de sa capacité à retenir l'information et à la transmettre, est-ce que vous avez des questions? Donc ça veut dire que j'ai écrasé tout le monde et puis... Donc vous avez un alphabet qui a un mode de conservation et de transmission qui lui permet de donner un certain nombre de messages aux autres. Aussi, je vais essayer. Quand ça dysfonctionne, ça donne quoi? Au pire des cas. Ça donne plein de choses. Ça peut donner, toutes sortes de maladies? Oui, ça peut donner des maladies ou des dysfonctionnements ou l'impossibilité de vivre ou plein de choses. Et puis les réparations peuvent être imparfaites, quoi. Et là, on est dans le génique, on n'est pas dans le génétique. Le génétique, vous le connaissez, c'est la trisomie 21, c'est des maladies génétiques. C'est un autre sujet que le génique, qui lui est beaucoup plus petit et beaucoup plus nombreux aussi dans ces altérations possibles. Alors, il y a 60 000 milliards de cellules dans un corps humain. Donc c'est 60 000 milliards de cellules. Vous aviez ce chiffre, 60 000 milliards de cellules différentes dans un corps humain. Elles ont toutes un noyau, elles ont toutes de l'ADN avec de l'information. Alors l'information est la même pour tous, puisque le karyotype, c'est-à-dire les chromosomes, sont les mêmes d'un individu d'une cellule à l'autre. Par contre, les parties qui sont utilisées, si vous êtes dans un organe comme le foie ou si vous êtes dans de l'os, ne seront pas les mêmes. Les parties qui seront exprimées. Il n'y a qu'une partie de l'information qui est à l'intérieur de l'ADN qui sera utilisée, celle dont il a besoin à cet endroit-là. Mais 60 000 milliards de cellules, et puis, pour que vous rendiez bien compte du maelstrom que ça représente, il y en a... Alors, est-ce que je vais trouver? Évidemment, je vais trouver, bien sûr. 200 milliards qui meurent chaque jour. 200 milliards qui meurent chaque jour. Et qui sont remplacés. Donc ça bouge sans arrêt cette affaire. Sans arrêt. Sans arrêt. Et pour qu'une cellule, la cellule de la peau là, qui va disparaître, puisse être remplacée par une autre, il faut que cette cellule donne naissance à une autre cellule et il faut qu'elle soit capable de transmettre l'information pour expliquer à l'autre cellule ce qu'elle va faire. Et qu'elle va faire de l'épiderme. 200 milliards par jour. J'ai le chiffre par seconde aussi, c'est assez spectaculaire. Vous savez qu'il aime ces chiffres par seconde. Bon, 100 000 types de molécules différentes, parce qu'il y a des cellules différentes. Dans le cerveau, il y en a 20 000 milliards. Là, il y en a moins. Pas terrible, quoi. Surtout que le cerveau, il a une particularité. Il ne renouvelle pas. On a un capital de 20 000 milliards au début et il ne renouvelle pas, quoi. Ça, c'est ballot. C'est ballot. Et un bébé à la naissance, il en a 26 milliards. Donc le bébé, il n'a pas des cellules qui vont devenir plus grosses, il a moins de cellules qui vont se reproduire et il va grandir et il va faire sa croissance. C'est pour ça qu'il y a des possibilités d'anomalie de croissance pour les enfants. Alors, si on veut regarder les chiffres à peu près, c'est intéressant, de renouvellement. Donc en moyenne, voilà, c'est 20 millions par seconde. Il y a 20 millions de cellules qui se renouvellent par seconde en ce moment dans chacun de vos organismes. Ça fait du bruit, j'entendais un bruit de fond. Et là maintenant je sais pourquoi. Parce qu'il y en a autant qui meurent. Et qu'il faut éliminer après. Et il faut retrouver les constituants pour refaire les autres. D'accord ? Et donc, dans l'intestin, par exemple, la surface de l'intestin, à certains endroits, se renouvelle en quelques heures. Se renouvelle complètement en quelques heures. Typiquement, vous prenez un estomac, vous avalez un comprimé, il se colle sur la paroi, il fait un trou. Et ce trou se rebouche. Donc en permanence, ça se bouge, ça se rebouche, ça bouge tout le temps. Et derrière, ce qui lui permet de se renouveler, c'est l'information qui est contenue dans chacune des cellules, où il y en a une qui va se rendre compte, un message qui va arriver, qui va dire là, il faut te mettre au boulot, et hop, vas-y, je me duplique, et je me duplique en quoi? Je me duplique plutôt en une cellule de l'intestin, ou plutôt en une cellule de la peau, ou plutôt en autre chose. Mais jamais les neurones. Ça, on a le compte au début, puis après,
Mais vous avez remarqué que j'ai dit qu'on avait tous le même capital. Hein. Oui. J'ai pas fait de différence. Oui, oui. J'ai pas fait ma provocation habituelle. Là, on est rigoureusement à égalité. On reviendra après, si vous voulez, sur le racisme. Rétine, donc 10 jours. Peau, donc 3, ça dépend. La peau, il y a des endroits qui sont plus durs que d'autres. La peau, pas le dessus, mais à l'intérieur, le derme et l'hypoderme. Donc ça peut être 3 à 4 semaines. Les globules rouges peuvent tenir jusqu'à 4 mois. Le poumon se régénère en 1 an. Le foie en 1 an. Le foie est un organe très particulier qui est capable de repousser. Il est capable de repousser. Si on coupe un foie, il repousse. C'est le seul organe qui est capable de faire ça. Il repousse, mais sur un seul lobe. Il y a 3 lobes, et quand il repousse que sur un. Mais il repousse, c'est-à-dire que l'information qui est dans les cellules du foie permettent d'identifier le fait qu'il en manque un bout, et qu'il faut en reconstruire un. Et reconstruire sous forme de cellules, une division de cellules, avec la réplication que je vous ai montrée, mais après assemblage de ces cellules en tissu, puis assemblage en organes. Vous imaginez la quantité d'informations qui est nécessaire pour arriver à identifier le problème et trouver une solution, quoi. Le cœur a un renouvellement très lent. On en connaît la conséquence, hein, c'est que quand il est abîmé, le cœur, on a du mal à refonctionner. C'est un organe qui est sensible et qu'il faut ménager. Bon, les neurones, je vous ai dit, hein, ça se renouvelle, quoi. Alors, puisqu'on est sur ce sujet, ce qui caractérise le vieillissement, c'est qu'en fait, même si on a l'impression que cette histoire est infinie, il y a un nombre de divisions possibles au départ. Qui varie d'un individu à l'autre. Et donc qui fait la longévité d'un individu ou pas. Et sa capacité à résister au vieillissement ou pas. Et dans le patrimoine, ici, dans les informations qui sont juste là, juste derrière, vous voyez, c'est ce qui est derrière, il y a cette information sur le nombre de divisions possibles, et qui est propre à chaque individu. Donc ça, c'est intéressant, à lire. Pardon ? Ben, c'est le sujet, on va y venir. Hein. Donc, vous savez combien on a de chromosomes, l'assemblage de tout ça. Donc, vous savez, dans une cellule, pour un être humain. Donc, nous, on est à 46, c'est-à-dire 23 paires, en fait, hein, dont une fait l'homme ou la femme, XY ou X. Et par exemple, j'ai retrouvé, le singe, lui, il est à 48. Il est au-dessus de nous. Il est plus malin que nous, le singe. D'accord ? Et puis, parce que c'est les mêmes mécanismes, les chiens, eux, ils sont à combien, à votre avis ? La moitié ? 78. Les chats, 38. Les moustiques, 8. Le chou-fleur. C'est tous les êtres vivants. Hein. Donc tous les êtres vivants, comment un chou-fleur fait pour dire à un autre de devenir chou-fleur ? Il faut que l'information elle circule, quoi. Donc c'est 18, en fait. Hein. Vous voyez. Ça dépend de l'information qui est véhiculée. Prenons un exemple sur un légume comme la tomate. On a parlé de légumes, il n'y a personne qui fait de légumes ici. La tomate, est-ce que vous savez comment est constituée la tomate? Parce qu'on voit presque les cellules sur la tomate, hein, si vous regardez à l'intérieur. En fait, c'est des cellules qui au départ sont petites et qui se remplissent d'eau et qui deviennent énormes. C'est pour ça que quand vous les faites cuire, il ne reste plus grand-chose une fois que tout est parti. Mais on les voit presque, hein, ces cellules végétales. Mais elles ont les mêmes caractéristiques que les cellules des autres êtres vivants. Hein. Alors, il n'y a toujours pas de questions sur cette partie codage, séquençage, capacité de transmettre l'information, et puis contrôle après, contrôle, rétrocontrôle, etc. de l'évolution. Non? J'ai des nouvelles. Hein. Bon. Bon. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez de maladies génétiques. Oui. Qui sont différentes Oui. de maladies géniques, c'est ça? Ouais. Génétique, c'est les morceaux de chromosomes. Par exemple, c'est une translocation. C'est un bout de chromosome qui va passer sur un autre bout de chromosome et qui va être perdu au moment de la transmission, qui va manquer. Ou un chromosome qui va manquer. C'est les chromosomes qui sont en cause. D'accord ?
Donc on connaît classiquement la trisomie 21, le Klinefelter, enfin des choses comme ça, quoi. Ça, c'est souvent incompatible avec la vie, quoi, souvent. Il y a très peu de trisomies, par exemple, la 21, elle passe, il y en a une autre qui passe un petit peu, et les autres ne passent pas. Si vous avez une trisomie sur un produit de conception, il meurt. Hein. C'est les fausses couches derrière. Hein. Bon, ça, c'est les chromosomes, donc c'est un gros ensemble d'informations. Par contre, génique, ça peut être uniquement, ici, 3 bases. Hein. Ça suffit. Hein. Ça suffit pour faire une maladie génique, ou un problème génique. Donc ça peut être 10 000, ça dépend du problème. Il y a 10 ans, on ne savait pas descendre au niveau génique. Et maintenant, on le décrit facilement. 10 ans. Est-ce que vous avez comme exemple de maladie génique? Génique? Oui. Voilà, la mucoviscidose, par exemple. Puisque le Téléthon a été un support extrêmement fort au Généton, puis à la lecture. C'est les Français qui ont été en pointe sur la lecture de tout ça, hein, dans le monde scientifique international. Ils ne sont pas en pointe dans l'utilisation, notamment l'utilisation commerciale, mais pour la réflexion, oui. C'est une vieille histoire. Alors, ce qu'on peut faire de ça, j'ai pris quelques exemples, s'il n'y a toujours pas de questions, moi je suis très déçu. Hein. Bah non, mais moi j'avais mis une demi-heure de questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors on peut faire plusieurs choses. J'ai pris quelques exemples pour illustrer parce que esthétiquement c'est intéressant de savoir que on transmet comme ça, etc. Mais après, ça a quoi comme conséquence dans notre vie? Ça peut être utilisé par la police scientifique ou la médecine légale. Et vous avez vu qu'on est passé des empreintes digitales ou du témoignage du voisin, qui justement a envie de se débarrasser de quelqu'un, on a dit que c'est moi, j'ai vu, c'est lui qui l'a tué, à quelque chose de beaucoup plus solide qui est l'utilisation de l'ADN. Et dans la police scientifique, on prend de l'extrait de sang, de sperme, de salive, de peau, de poils. Si vous allez quelque part, vous allez laisser de la peau et des poils, obligatoirement. Le reste, c'est pas sûr à 100%, mais en ce qui concerne la peau et les poils, c'est sûr. Il suffit de passer dans la pièce pour en laisser. D'accord? Tout le monde en laisse. Et vous avez vu qu'à l'intérieur des cellules de n'importe lesquelles d'un individu, vous allez retrouver le code. Donc ce code, il est spécifique à chaque individu. Donc une fois que vous aurez le code, vous pourrez savoir si c'est un individu qui a laissé des traces de sang à un endroit donné est le même que celui qui est accusé par son voisin qui voulait s'en débarrasser en comparant les deux empreintes génétiques. D'accord ? Donc c'est très intéressant parce que là, on est sur du 99,99% de certitude. Hein. Quand c'est le type qui dit « je l'ai vu », c'est certitude. Le témoignage humain est quand même assez peu fiable. Mais là, c'est du 100%. Quoi. Et donc ça a bouleversé complètement les enquêtes. Et vous voyez qu'on voit régulièrement ressortir maintenant des vieilles histoires, à 20 ou 30 ans, où on est sûr que c'était bien lui. Quoi, hein. Il n'y a pas photo, il peut dire que c'était pas lui. Je vous montre un peu. 99% de 1%, c'est quoi? C'est les erreurs techniques. Techniques. Oui. Il faut le ramasser, il faut le comparer à l'autre, il faut le prélever, il y a toujours une marge. C'est l'erreur humaine, quoi. Et puis, de toute façon, le 100% n'existe pas en science. Ça n'existe pas. Par définition, il y a toujours quelque chose qu'on va découvrir par la suite. Alors, ça c'est une première utilisation donc, qui vous parle, puisqu'en fait elle est dans l'actualité. Il y a une autre utilisation qui est que vous ne connaissez pas, qui est de rendre disponible la carte du génome d'un individu. Donc ça, il y a 10 ans, pour le décrire, ça a été beaucoup les travaux, notamment du Généton, qui ont fait suivre au Téléthon, au Téléthon et un certain nombre de capacités informatiques nouvelles, parce que les capacités informatiques ont explosé, c'est même pas décuplé, centuplé, c'est plus ça, quoi. C'est qu'on a des capacités informatiques où la courbe monte comme ça, quoi, en téraoctets, enfin je ne sais plus à quoi on en est, quasiment d'un mois sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre, donc la capacité d'analyse devient de plus en plus forte grâce à ça, et donc la conjonction de tous ces éléments ont permis de décoder la carte du génome. Et aujourd'hui, la carte du génome, elle est disponible. C'est-à-dire l'ensemble des gènes d'un individu. L'ensemble des gènes d'un individu. On est capable de faire la carte complète. Et sur cette carte, il y a un certain nombre d'endroits
qu'on a identifiés comme étant porteurs de particularités. Alors ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la prédisposition à une maladie, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi, hein. La taille, ça peut être tout ce qu'on veut, mais on les a identifiés. Donc ce travail, il permet d'avoir sur un individu une description très précise de ce qu'il est. Alors, comment on fait pour avoir le génome? Si vous voulez avoir le génome, vous allez me demander, vous demandez à un médecin ou à n'importe qui, il va vous dire non, quoi. Genre rien qu'un test de paternité, il faut l'avis d'un juge, quoi. Juste pour savoir si l'enfant a bien pour père le monsieur qui veut le reconnaître. Il faut qu'un juge le dise en France. Pour autant, les États-Unis, qui sont quand même beaucoup plus pragmatiques que nous, ont mis en place un système où vous frottez l'intérieur de votre joue avec un écouvillon, avec du coton, d'accord? Vous le mettez dans le tube, vous l'envoyez au States, à la bonne adresse, et ça coûte $100, et il revient la carte du génome. Hein. Oui, ça c'est bien. C'est dans l'article. C'est quoi? C'est bien. Moi, ça me fout les jetons, ce truc. D'abord, on n'a pas de garantie sur la qualité de ce qui est fait, premier élément, et puis après, on peut l'utiliser, quoi. Vous imaginez, quoi. Parce que là, on est tous habillés, on est maquillés, on fait des trucs, quoi. Mais une fois que vous avez la carte du génome, il n'y a plus rien, quoi. Vous êtes complètement déshabillés, quoi. Et on sait ce qui va vous arriver 20, 30 ou 40 ans après, quoi. C'est un truc, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Ça se passe sous nos yeux. Ça se passe sous nos yeux. Et là maintenant, c'est disponible sur une clé USB. Donc l'année prochaine, je ne vous dis pas, ça va être encore pire, quoi. D'accord? C'est en route, ça. C'est en route. Alors, ça, on va avancer un tout petit peu. Je vais illustrer pour qu'on comprenne bien. Ça, c'est un certain nombre de gènes qui sont identifiés. Bon, par exemple, celui qui code le groupe sanguin Rhésus, c'est pour vous illustrer ce qu'on peut voir avec une carte du génome. Hein. Ça, c'est pas une carte du génome, c'est un truc très simple, mais on sait où trouver le code le gène qui va coder le groupe sanguin Rhésus, si vous êtes plus ou moins. Donc c'est le A, donc on va le trouver. Alors, où est-ce qu'il est? Tout en haut. Tout en haut. Tout en haut. Voilà, il y en a un qui suit, c'est bon. Donc après, celui dont le mauvais fonctionnement est à l'origine de la mucoviscidose. C'est monsieur qui posait la question tout à l'heure. Donc ça c'est le B. Alors le B il est là. Donc là on a identifié, on sait qu'il est là. Pour l'instant on sait qu'il est là, ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire quelque chose ou autre. Mais on sait que celui qui va avoir une certaine succession de A, T, C, G, à cet endroit-là, ne sera pas malade ou sera malade. D'accord? Après on a le gène qui code le groupe AB0. Donc si vous êtes groupe A, groupe B, groupe O, celui qui fait la molécule d'hémoglobine, par exemple, le D. Le D, il est là. Donc l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Et puis le E, il fait une autre partie de la molécule d'hémoglobine. Donc les deux, là, il faut que les deux fonctionnent pour que vous ayez une bonne hémoglobine et qu'elle fasse son boulot après. Ou éventuellement, vous ayez l'hémoglobine des coureurs cyclistes, là, vous savez, ceux qui montent 3 fois le ballon d'Alsace en 1 heure, et qui n'ont rien pris, hein, que de l'eau claire. Mais en vrai, vous connaissez, j'ai perdu son nom, Fourcade, le coureur cycliste qui fait du biathlon, pas cycliste, aidez-moi, qui fait du ski, avec du biathlon. Lui, il a une anomalie là, et il a 10 à 15% de plus de fonctionnement de son hémoglobine. D'accord? Naturel, c'est dans ses gènes. D'accord? C'est pas... Non, mais ils nous ramènent des médailles, il ne faut pas déconner non plus. Il ne faut pas toutes les laisser aux autres. C'est juste pour dire que ce n'est pas que des maladies, quoi. C'est aussi des particularités, c'est aussi... bon, après, il y a la maladie de Duchenne, par exemple. Ici, une myopathie de Duchenne, qui est un truc assez terrible pour ceux qui connaissent, ou l'hémophilie, qui sont présents sur ces... Donc ça, c'est un schéma simplifié pour vous dire ce qu'on peut commencer à voir quand on a une carte hyper simplifiée du génome. Alors, si on a une carte un peu plus compliquée, ça va donner des successions comme ça. Bon, alors là, c'est tout petit, je vous prie de m'en excuser, mais il y en a comme ça des millions, quoi. Hein. Il faut comprendre. Donc, il y a plein. Et ça donne, au final... un truc un peu dans ce genre-là. Bon, seuls les gens qui connaissent peuvent lire et puis aller voir ce qui se trouve, mais il n'empêche qu'on va y voir un certain nombre de choses. Donc imaginez qu'avant de dire OK pour que votre fille ou votre fils se marie avec un autre, vous dites bah tiens, je voudrais bien voir sa carte du génome, quoi, pour voir s'il vous faire des petits-enfants qui vont bien, quoi. Hein. Ça vous paraît impossible?
Non. À partir du moment où c'est disponible, hein, Bah oui. d'accord? Est-ce que ça change la médecine? Ça ne change pas la médecine, il n'y a plus de médecine. Elle a explosé avec ça. Est-ce qu'on va vers un retour de l'eugénisme ou quelque chose comme ça? Ça fait possible. Oui. Alors ça c'est un élément, mais l'autre élément qu'on connaît, c'est les assureurs, quoi. Parce que l'assureur, son métier, c'est de sélectionner le risque. Un assureur, c'est qu'il n'y a pas d'assureur. C'est quelqu'un qui sélectionne. Je fais gaffe parce que- C'est quelqu'un qui sélectionne le risque, c'est-à-dire il ne prend pas les gens qui vont avoir un sinistre, ou s'il les prend, il leur met une surprise qui correspond à ce que ça va lui coûter. Donc en gros, ça lui coûte jamais rien. Par contre, il y en a qui acceptent de payer les surprimes, alors qu'en fait, typiquement, les lunettes, c'est un risque 1, c'est pas un risque 0, quelque chose, parce que tout le monde en aura à un moment donné. S'assurer pour ça, c'est quand même un peu surfait. Donc les assureurs, ça peut les intéresser, quoi. Après, ça peut intéresser pour des campagnes de santé publique, pour prévenir les affections, éviter qu'elles arrivent. Et ça, c'est idéal, ça. Ouais, j'aime bien l'idéalisme. Il n'empêche, ça c'est en train de se passer sous nos yeux, donc c'est important qu'on le voit, ça se passe maintenant, c'est là, et bientôt vous aurez la possibilité de le faire, ou d'être confronté à cette situation. C'est possible aussi. Peut-être qu'on pourra faire des cartes du génome pour voir si deux personnes peuvent se supporter. Ça éviterait les divorces. Non, ça marche pas comme ça. Oh, vous n'êtes pas romantique hein, ce soir. Hein. Ne posez pas de questions, c'est pas romantique. Alors, un autre truc extrêmement intéressant, qui est que Néandertal est dans nos gènes. Parce que vous avez vu que cette information, elle vient de quelque part. Elle s'adapte en permanence. Si vous vivez dans un pays chaud, progressivement, à l'intérieur du génome de chacune des personnes qui vit dans un pays chaud, il y a un certain nombre d'éléments qui vont apparaître pour s'adapter au fait d'être dans un pays chaud. Et à l'inverse, si vous êtes dans un pays froid. D'accord? Donc ça bouge tout le temps. Mais pour autant, bien que ça bouge, 20% du génome actuel, enfin au moins sur les populations d'Europe et d'Asie, sur lesquelles, alors pourquoi d'Europe et d'Asie? Parce que les études ont été faites sur eux, donc sur les autres on ne sait pas. Mais 20% du génome date de Néandertal, c'est-à-dire 30 000. Alors il y a d'autres théories, moi je vous ai laissé les théories qui étaient reconnues, pardon. Allez-y. Oui, 30 000, moins 30 000. Mais... Ah, ça fait chose, hein? Oui. Ça, je touche un bout de Néandertal. C'est là où les filiations sont importantes. Hein. Et quand on fait des filiations sur l'ADN, il n'y a pas d'erreur. Hein. Pour autant, il y a eu des croisements à des moments donnés, et il y a des bouts des différentes branches hominidées, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui se sont mélangés. Il n'empêche que pour nous, on est sur 20% qui correspond à Néandertal. Alors il y a d'autres théories, là on est sur moins 30 000. Il y a d'autres théories qui disent qu'on est sur moins 50. Donc, ça c'est moins stable, donc je ne l'ai pas gardé. Par contre c'est intéressant sur beaucoup de sujets. D'abord sur le sujet clinique, sur le, comment on dit maintenant, le communautarisme. Facebook, quoi. L'appétence des gens à aller sur Facebook, où tout le monde sait tout ce qui leur arrive, pour discuter avec un groupe d'amis, d'accord, qui vont être un groupe qu'ils ont choisi. Donc c'est une approche clanique. Et cette approche clanique, elle est directement inscrite dans ces gènes-là. Et derrière l'approche clanique, il y a aussi l'approche que celui qui n'est pas du clan et qui vient, on lui fait quoi? On le mange. Donc il y a des comportements, je suis très sérieux, hein, il y a des comportements qui peuvent s'expliquer comme ça sur le fait qu'on a à l'intérieur de nos gènes une espèce d'atavisme à être en groupe, se plaire en groupe, et puis celui qui vient et qui n'est pas du groupe, on ne le reconnaît pas et on le bouffe. Bon, pas de réaction non plus. Je vois que tout le monde est prêt à manger. Je suis avec vous, hein. Je suis appétissant, mais je suis avec vous. Alors, une autre conséquence de l'ADN qu'on peut regarder, c'est l'histoire du bisphénol. C'est les perturbateurs endocriniens. Tout le monde a entendu parler du bisphénol et des perturbateurs endocriniens. Il y en a partout. Il y en a partout de ce truc, hein. Il y en a dans les biberons,
D'accord? Donc on lave les biberons, on met des belles couleurs, etc. Machin, un truc, et hop, on dit produit chimique. D'accord? Il y en a dans toutes les conserves, toutes les boîtes de conserve. Toutes les boîtes de conserve, il y a sur les instruments médicaux, dans les implants dentaires, on met un implant dentaire, un perturbateur endocrinien, etc. Il y en a partout. Et ces 2 millions de tonnes, c'est 2 milliards de kilos, 2 milliards de kilos, qui ont été produits en 2003. 2 milliards de kilos qui ont été produits et qui ont été mis à dose infime dans l'organisme à travers les différents produits qu'on utilise régulièrement. Donc ce bisphénol, on sait qu'il est capable de faire un certain nombre de choses. D'abord, il s'accumule dans le sang. Et quand vous mesurez les taux BPA, c'est bisphénol A. Quand vous mesurez les taux de BPA dans le sang de la population, vous en trouvez quasiment chez tout le monde. Ici, tout le monde en a, dans son sang, si on va chercher les doses infinitésimales. Il y a une étude qui s'appelle REACH, qui a été faite surtout sur les parlementaires européens, qui ont donné leur sang pendant très longtemps. On leur a trouvé des milliers de produits chimiques à l'intérieur, de traces. D'accord ? Donc, on en a tous, on ne le sent pas. Et donc, on a dessus, la majorité des gens a du bisphénol dans des doses assez importantes. Et donc, il est cumulatif, donc ça s'accumule, et il produit un certain nombre de troubles dans l'organisme. Notamment celui qui va nous intéresser, c'est des troubles sur les gènes. Donc il vient, le bisphénol, sur les gènes au moment de la transcription, et il fout le bordel, quoi. Il casse un certain nombre, il empêche la reproduction d'un certain nombre de gènes, des petits codons qu'on a vus tout à l'heure, et dans d'autres cas, il leur fait passer des messages d'erreur, il leur fait croire que, et ça ne marche pas. Et on se retrouve comme ça, avec des mutations géniques, qui aboutissent à des cancers directement liés à ça, dont on connaît, notamment pour ce qui concerne une partie des cancers du sein, une partie des cancers de la prostate, qui sont directement liés aux altérations par les perturbateurs endocriniens. Donc il y a eu tout un débat sur les perturbateurs endocriniens, notamment sur le bisphénol, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, qui a abouti à ce que ce soit d'abord interdit dans les biberons, mais pas dans le reste. Et pour le reste, il a fallu attendre que les industriels soient prêts à mettre autre chose. Finalement, ça a été interdit. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est du bisphénol F et E, qui est différent dans sa molécule chimique, mais qui est exactement pareil dans ses conséquences. Ah oui. Ça, c'est aujourd'hui, des boîtes de conserve que vous avez achetées aujourd'hui. Pourquoi il ne faut pas manger des conserves et que la proposition de tout à l'heure qu'on vous a fait d'avoir des légumes corrects n'est pas inintéressante. On pourra faire un truc sur les pesticides et plus personne ne buvra de vin. Cumule aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différentes applications de ce qu'on a vu sur la partie génétique et génique? Donc on comprend qu'il y a un message qui se constitue, ce message il se perpétue, il a des modes de transmission, ces modes de transmission peuvent être modifiés légèrement ou mutés un peu, et puis on peut l'utiliser de façon positive ou de façon moins positive dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous avez des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est réversible si on passe à une alimentation correcte quand il y a une mutation? Est-ce que ça va pouvoir... Alors, pour certains, c'est montré que oui, d'accord. Moi, je pense, mais ça c'est une opinion, que compte tenu des mécanismes de régulation qui existent, si on supprime le perturbateur qui vient mettre la pagaille, l'organisme qui garde son message initial et ses mécanismes de régulation et de réparation est capable de réparer. Ça, c'est une opinion, par contre. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas comme ça. Il faut supprimer l'agression. Est-ce qu'il y a des produits équivalents non toxiques qu'on pourrait mettre dans les matières plastiques? C'est le même sujet que l'huile de palme. Il existe des produits, effectivement, mais qui ne sont pas le même prix et qui n'ont pas les mêmes manipulations, et qui n'ont pas le même aspect non plus pour le consommateur. C'est le même sujet que l'huile de palme. C'est présente partout, l'huile de palme. Il y en a dans tout, si vous regardez. Ça n'a pas les mêmes effets sur la santé, ça détruit la nature, mais c'est un sujet pareil au sens où il y en a plein partout dans l'alimentation.
Merci de me poser une question. Dans l'agroalimentaire. Oui. C'est dans l'agroalimentaire. Mais la part à l'état naturel, c'est dans les produits transformés. Ah oui, oui, c'est rajouté ça. On plante des plantes pour avoir de l'huile de palme pour pouvoir les mettre dans les différents produits que l'on vend. Et pour les planter, on coupe ce qui préexistait, on transforme complètement le biotope en un biotope qui permet plus à la nature ni de se régénérer ni de survivre. C'est ça l'idée, quoi. Plus en plus, on utilise des gamins pour faire le boulot, etc. Je sais pas. Malgré ça, la durée de vie progresse. Ouais. C'est les conservateurs. Je reviens après sur la question. Dites-moi, monsieur. Une question au niveau des fruits et légumes, par exemple, on voit apparaître des tas de nouvelles tomates, des tas de nouveaux fruits. Est-ce que ce n'est pas une manipulation au niveau des gènes? Il y a des fruits qui sont créés à partir d'autres. Tout à l'heure, j'ai suscité le truc avec mon histoire de tomate, mais personne n'a rebondi. Voilà, voilà. Oui, On était sur l'humain. Tout à fait, parce que dès qu'on rentre sur de l'OGM ou des choses comme ça, de toute façon, on revient sur des modifications à ce niveau-là, quoi. On revient sur des modifications à ce niveau-là, c'est sûr. Pour que les fruits soient plus gros, ou pour qu'ils résistent aux maladies, on leur rentre des informations ici à l'intérieur. Alors que ce soit bon ou mauvais, c'est un autre sujet, mais c'est quand même là que ça se passe, quoi. Enfin, c'est un autre sujet au sens où ça mérite réflexion. Mais c'est là que ça se passe, il y a la capacité qu'ont certains fruits et légumes à résister aux maladies, elle s'inscrit là, elle s'inscrit dans ce code. Alors elle peut s'inscrire dans ce code de différentes manières. Une des manières qui est utilisée aujourd'hui, c'est de prendre un intermédiaire qui va amener un bout d'ARN, un dérivé de l'ADN, peu importe, qui va se balader dans la cellule et qui va venir se coller à l'intérieur de l'ADN. C'est ce que font les moustiques. Certains moustiques ramènent des éléments d'ARN, on leur demande de le faire, on les modifie génétiquement pour qu'ils viennent à l'intérieur de l'organisme humain. Par exemple, les moustiques, pour empêcher les moustiques de se reproduire, on donne à certains moustiques une information, on les transforme, leur patrimoine génétique, on transforme leur ARN et on les met avec les autres moustiques de manière à ce qu'ils rendent les mâles moustiques stériles, en allant travailler à l'intérieur de chez eux. Il y a plein d'utilisations qui sont possibles. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu sur les êtres humains. Ça bouge. C'est partie des utilisations possibles, des transformations possibles. Alors sur la longévité, l'augmentation qui est de 3 mois par an actuellement est en train de stagner, quoi. Donc elle a une tendance même dans certains pays à reculer. L'essentiel de l'augmentation est dû à un certain nombre de facteurs qui ont amené moins de mortalité infantile et moins de mortalité prématurée, c'est-à-dire chez les personnes jeunes. Donc, ce qui fait que statistiquement, on va plus loin. Sur la mortalité infantile, pour l'essentiel, c'est les réseaux séparatifs. La principale cause de mortalité il y a 150 ans à Paris, c'était le fait que les gens buvaient l'eau de la Seine. Et à Londres, c'était le fait qu'ils buvaient l'eau de la Tamise, dans lequel tout le monde faisait pipi. Je dis pipi pour pas choquer. Et à partir du moment où on a mis en place des réseaux séparatifs, on a fait changer cet élément-là. D'accord? Donc ça a beaucoup contribué. Mais il y a quand même encore un quart de la planète qui n'a pas accès aux toilettes. Donc, il y a encore de la marge d'amélioration, mais pas ici, dans d'autres pays. Après, il y a l'hygiène, donc se laver les mains, sur la transmission des maladies infectieuses. Et puis après, il y a des éléments comme l'alimentation, ou le fait d'être à couvert et au chaud quand les éléments sont particulièrement dégradés, quoi. Donc ça, c'est des éléments qui ont beaucoup contribué à l'augmentation de la longévité. Après, il y a un peu les médecins, il ne faut pas les connaître non plus. Parce qu'on en tue pas mal quand même. Si on en croit la presse et les différents dérapages qui peuvent exister, on voit qu'on maîtrise, on a fait des apprentis sorciers, on ne maîtrise pas complètement. On trouve des gens, mais on n'est pas sûr à 100%. Mais c'est beaucoup ces éléments-là. Par contre, les éléments de mortalité qui sont induits par l'homme, le premier c'est le tabac. La première cause de mortalité au monde sur la planète, c'est le tabac aujourd'hui. C'est quand même un paradoxe, c'est nous qui le fabriquons et qui l'achetons pour le consommer. Et après, il y a d'autres, 30% des causes de toute façon sont liées, les causes de mortalité dans le monde sont liées à l'environnement.
sens large, pesticides, etc. 30% des causes des maladies sont liées à la surconsommation. Le fait de bouffer beaucoup, manger beaucoup de viande, du gras, du sel, etc. Ça commence à faire, hein. Ça commence à faire beaucoup de monde, quoi. Hein. Après, il y a l'infection, et sur l'infection, vous avez vu que ça bouge très vite, quoi. Hein. Vous avez vu qu'on a maintenant du virus du Nil en France, quoi. Virus du Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui est en Égypte. On a de la dengue dans 30 départements français, du chikungunya dans 30 départements français stables, autochtones. Donc ça bouge, l'infectieux, il bouge, quoi. Hein. On n'a pas gagné, hein, de ce côté-là. Le moustique chinois, là, tigre, je sais pas. Est-ce qu'il y a S'il vous plaît, des questions? Oui. Suite aux agressions, bisphénol et tous les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que progressivement, l'humain, entre guillemets, va s'adapter, va créer quelque chose pour contrer l'action de ces C'est un perturbateurs? discours qui existe, ça. Hein. Oui, il existe ce discours. Hein. On n'en a pas la preuve aujourd'hui. Pour l'instant, on voit les effets négatifs de ces produits. Quoi. On n'a pas montré qu'on était capable de s'adapter à des trucs, à des poisons. Quoi. Est-ce qu'il nous faudrait Sauf pas... le docteur Bastien, pour ce qui concerne les amanites, mais c'est quand même une exception française. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un médecin de Remiremont qui mangeait des amanites tous les jours. Il faisait de la mitridatisation, c'est-à-dire qu'il en mangeait un petit peu tous les jours, et une fois par an, il appelait les journalistes pour dire j'en mange et je meurs pas. Est-ce que c'est pas une question de délai pour le corps humain? Est-ce que finalement, Question de délai? Parce que c'est vrai que dans la précédente conférence, on avait parlé du temps d'adaptation pour le climat, la transformation des végétaux, etc., l'adaptation des végétaux. Est-ce que c'est valable sur le corps humain? C'est-à-dire avec plus de temps devant nous, si les changements étaient plus longs, est-ce que le corps n'aurait pas plus de chances de s'adapter? Il faut l'espérer, hein, de toute façon. Ça, et là, on est dans l'opinion. Je l'espère. Qu'on soit capable de se défendre de ces trucs. Alors, un élément sur les différences de race, parce que c'est un sujet quand même. Faisons des trucs polémiques un peu. Quand vous regardez ça, vous vous dites que les races, quand même, c'est limite, quoi. Hein, cette affaire. Parce qu'évidemment, les êtres humains sont tous pareils, quoi. À quelques exceptions près, qui vont être à codon ou de codon, sur la couleur de peau, ou sur les yeux bridés, ou des choses comme ça, quoi. Sachant que, a priori, pour ce qui concerne aujourd'hui, toutes les études qui ont pu être faites là-dessus, y compris sur ce qui a été transmis des hominidés en général et de Néandertal en particulier, l'être humain basique, le vrai, quoi, le pur, c'est un noir, quoi. Hein. Et les autres, qui eux avaient la peau claire, se sont enfuis, se sont adaptés, se sont enfuis des zones les plus chaudes pour aller dans des zones où il y avait moins de risques. Donc c'est une approche qui relève de l'opinion là aussi, mais qui est à l'inverse de celle de dire, parce que les Norvégiens et les Suédois habitent dans un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, ils acquièrent la peau blanche, les yeux bleus, quoi. On dit aussi que c'est parce que c'est là-bas où ils pouvaient vivre le plus facilement qu'ils sont allés là-bas. Ah non, c'est ça. Il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais toujours est-il qu'entre... il y a de toute façon moins de différence entre trois hommes de trois couleurs différentes qu'entre un homme et une femme. Il y a quelques éléments de différence, mais il y a moins de différence. Et moi, je ressemble plus à un Chinois ou à un homme noir que je ressemble à une femme à côté de moi en termes d'expression du patrimoine génétique. C'est dit, hein, ça. Pour aller dans le sens de ce que dit sur l'adaptation, on a l'exemple de maladies comme le paludisme, par exemple, où un certain nombre de populations qui étaient impaludées se sont habituées au palu, vous me direz si je me trompe, et l'ont inscrit dans leur patrimoine et arrivent à vivre avec et à ne pas en être malades, en sens expression des maladies, et d'autres qui n'étaient pas en contact avec lorsque les moustiques ont bougé et qu'ils l'ont eu, il y a eu des hécatombes. Hécatombes, ça veut dire 10 000 morts, hein, des hécatombes. Donc il y a des éléments qui peuvent rentrer dans le patrimoine génétique. On n'en décrit pas énormément. Hein. D'autres questions? Ah,
prendre des noms, hein, je m'en rappellerai. Hein. C'est trop compliqué, c'est que j'ai pas fait le boulot. Hein. C'est une question un peu à côté. Maintenant, on extrait de l'ADN des vieux ossements, des vieux Ouais. graisses. Ouais. Comment ça subsiste l'ADN ou ça se met en poudre? Non, ce patrimoine laisse des traces et on peut le retrouver effectivement dans des ossements. Ou dans... Ouais, C'est et c'est dans l'os humain. ouais, dans les cellules. Bah, Dans les cellules de l'os. c'est tout à l'heure, je vous ai Et ça- expliqué, ça- hein, c'est cellules, cytoplasme, noyau, oui, oui, c'est stable. Hein. Ouais. Ah bah c'est extraordinairement résistant, cette affaire. Ça bouge beaucoup, ça a des éléments de fragilité, mais c'est très résistant. Mais c'est un peu comme les graines, hein. Pour les végétaux qui se transmettent par graines, et les graines qui restent. Oui, Vous vous rappelez le monsieur qu'on a retrouvé, le chasseur qu'on a retrouvé mort sur je ne sais plus quel glacier, qui avait dans son estomac et dans sa poche tout un tas de graines qui étaient complètement prêtes à repartir. Ah ben après, c'est l'histoire de cloner les dinosaures, etc. Hein, c'est dans les apprentis sorciers. Parce qu'à cause de ce fait, on se dit qu'on peut reprendre des dinosaures ou des machins comme ça et les faire vivre. Quoi. Donc un petit bout de... C'est pas de la science-fiction, hein, mais juste que pour l'instant, personne n'a osé le faire. Aussi bien, si on voit un petit projectile social. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un reçoit une greffe? Il reçoit l'ADN de quelqu'un d'autre? oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des rejets. C'est un sujet, ça. Lorsque quelque chose qui vient de l'extérieur de l'organisme rentre dans l'organisme, les greffes du foie, on est généraliste, on est dedans en permanence, l'organisme le rejette. Il le reconnaît, il le rejette. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui, notamment du fait des radiations, de la pollution, etc., de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire, qui sont les gardiens, les policiers, il y a toutes sortes de secteurs de police, il y a plein d'uniformes différents, ils ont chacun leur boulot et tout, ils repèrent tout ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas bon. Donc le système immunitaire peut dérailler et puis faire des maladies auto-immunes, typiquement lorsqu'on essaie de rejeter sa propre thyroïde, parce que les gendarmes ont dit non, non, elle n'est pas belle, c'est ça, elle dégage. Et puis si vous essayez de mettre quelque chose, de toute façon l'organisme essaye de le rejeter. Donc c'est pour ça qu'on met de la cyclosporine et maintenant des médicaments beaucoup plus puissants que ça pour empêcher le rejet. Donc on met des médicaments qui empêchent toute manifestation de rejet, mais elle permet aussi l'arrivée de tous les autres. Hein. C'est pas si spécifique au cœur ou au foie ou au rein. Donc on met les personnes dans des situations un peu difficiles de cette affaire, mais progressivement, alors je n'ai pas d'explication par contre, même si j'étais dans ces équipes, progressivement l'organisme s'habitue et accepte l'intrus. En gardant, parce que l'intrus, il garde le patrimoine génétique du début. Et ce patrimoine génétique, par exemple sur un foie, un cœur ou un rein, va permettre à celui qui le reçoit de régénérer son foie, son cœur, son rein, parce qu'il va continuer à vivre. D'accord? Donc il va se renouveler avec son patrimoine génétique qui sera différent de celui de l'individu. Mais des messages qui vont arriver, qui vont venir de l'individu hôte. Donc ça ouvre un champ de réflexion extraordinaire. Hein. On n'a pas toutes les explications sur ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'on est parti maintenant dans le karmat, vers le cœur artificiel extérieur, qui pose aussi un problème de rejet parce que l'organisme n'en veut pas, mais moins lourd que quand c'est un cœur qui vient d'un autre être humain avec son patrimoine génétique et pour lequel l'être humain qui le reçoit se sent agressé, il essaye de le rejeter. Quoi. C'est pour ça que Alors, quand on fait... celui qui a reçu une transfusion sanguine, qui fait un mauvais coup, est-ce qu'on peut l'identifier? Un mauvais coup, c'est-à-dire Il vole, je ne sais quoi, il laisse un peu de sang, est-ce qu'on va avoir l'ADN du vrai coupable ou de celui qui a offert son sang? Non, mais on fait pas, on n'enlève pas puis on met du neuf, ça marche pas. Non, on retrouvera quand même celui d'origine. Parce que typiquement la transfusion sanguine, j'ai cru que vous alliez me poser la question de la transfusion sanguine, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui le refusent, hein, vous savez. Typiquement, les cellules que vous remettez, je vous ai donné tout à l'heure les demi-vies, elles sont éliminées en une semaine ou deux. Hein. Une semaine ou deux. C'est 7 à 10 jours. Hein. C'est éliminé. Mais ça permet à l'organisme, lui,
de faire face et de repartir, lui, dans sa propre production. D'accord, mais l'histoire de changer pour un autre, ça c'est dans les films où on change l'iris, on change la peau des mains, mais ça c'est dans les films, ça marche pas. On retrouve toujours. C'est pour ça d'ailleurs que l'irruption, j'ai voulu le mettre, l'irruption de l'ADN dans la police scientifique, ça explose tout quand même. Hein. On va savoir, entre Caïn et Abel, ce qui s'est passé. Hein. On va savoir. Excusez-moi. Donc je voulais dire que c'est pour ça que quand on fait une greffe, on cherche au maximum des individus génétiquement proches. Compatibles. Pour minimiser donc, ce problème de rejet. Oui, mais il y a des fois, pour sauver les gens, on leur met un greffon qui n'est pas tout à fait adapté, quoi, hein, et on augmente la cyclosporine ou les médicaments anti-rejet, qui sont cytotoxiques et qui vont abîmer par ailleurs, et on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Quoi. Et on essaye de rapprocher au maximum l'histocompatibilité. Hein. C'est compatibilité de tissus, c'est pas complètement génique ni génétique, mais c'est au moins sur les tissus de manière à ce qu'ils sont proches. C'est au-delà du sang, au-delà du AV0 résus. Mais même en prenant le plus de précautions possible, on a des surprises dans un sens ou dans l'autre. Hein. Parce que les organismes ont des capacités à s'adapter. Et puis les jumeaux, par exemple, ils ont le même ADN? Oui, bah, c'est des vrais jumeaux, oui. Des vrais jumeaux. Ça dépend comment... On a plus de tableau, c'est ça. Ça dépend comment ils sont faits, les jumeaux. Quoi. Parce que les jumeaux, ils peuvent être... ça peut être une cellule au départ, donc un ovule, avec un spermatozoïde qui rentre dedans, ça fait un œuf. Et cet œuf, il se sépare en deux, il va donner chacun un individu. D'accord? Mais ça peut être aussi un ovule, à côté un autre ovule, il y a un spermatozoïde ici, et hop, lui il se met là, et ils se font les deux en même temps, parce que normalement dès qu'il y en a un qui a fait, il empêche tous les autres de faire. Mais là ils sont en même temps, et les deux vont donner chacun un individu différent, donc vous aurez une fille et un garçon. Donc vous pourrez avoir une fille et un garçon. Et donc ceux-là auront un patrimoine génétique qui sera assez proche, mais pas identique, rigoureusement identique. Complètement. Mais même en étant rigoureusement identique, les mères, quand elles ont des vrais jumeaux, elles font une différence entre les deux. Oui, souvent. Non, toujours. Parce que les yeux sont pas toujours pareils, etc. Et donc parce que l'expression qui est venue, l'expression qui est venue de là n'est pas tout à fait la même. Parce que les yeux, par exemple, la couleur des yeux va sortir de là, mais aussi la forme, mais aussi le fait qu'ils bougent de telle ou telle façon, tout ça vient de là. Et donc même des vrais jumeaux qui sont rigoureusement identiques, les mères font la différence. Je me trompe? Pas de jumeaux. Vous connaissez des jumeaux? Tout le monde connaît des jumeaux. Une autre question? Je prends des notes hein, parce que je vois qu'il y en a qui ne viennent pas à mon secours. Hein. Justement, pourquoi ils ne sont pas identiques dans le cas d'un vrai jumeau? Parce que l'expression à partir de là n'est pas tout à fait la même. Parce qu'il y a une part de hasard. Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous mettiez ensemble les bases puriques, les 4 bases puriques, et que ça donne la vie, et que ce soit assemblé de façon à donner la vie, c'est quand même la probabilité, elle est de 1 sur 100 000 milliards, quoi. Et c'est quand même arrivé. Pour notre espèce et pour d'autres espèces. Donc comment c'est arrivé? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais il y a une part de hasard. Et donc après, quand vous faites de l'expression, disons vous avez des frères et sœurs qui sont très différents, hein, donc quand vous faites de l'expression, c'est-à-dire quand vous passez du génotype qui est là, donc une séquence lourde, hein, qui est très précise, etc., au phénotype, donc qui est l'expression du génotype, c'est-à-dire l'allure que vous allez avoir, vous pouvez être beau comme moi, vous pouvez être moins beau. Hein. Donc ça, mais au départ, le gène peut être le même. Mais l'expression peut être différente parce qu'il va y avoir l'interaction de plusieurs molécules chimiques, des enzymes. Alors j'ai passé rapidement tout à l'heure sur les ponts, les liaisons, etc. Parce que tout ça vient interférer sur le code de base. Tout peut interférer. Soit de façon positive, soit parce qu'à un moment ça ne va pas marcher, soit parce qu'il y a une part d'aléa, ça existe, qui fait que ça va plutôt
je sais pas, vous jetez un truc là, ben, il va plutôt tomber là ou plutôt tomber là, bon, ben, là c'est pareil. Donc il y a des petites différences, mais ces différences d'expression, donc de phénotype, génotype, phénotype. Est-ce qu'un mauvais rythme de vie ou du stress peut bloquer l'expression du gène? Oui. Oui. Et finalement, on Oui, il y s'autodétruit. a plein d'éléments qui peuvent bloquer l'expression du gène. Il y en a des connus, hein, il y a le tabac, l'alcool, etc. Et puis il y a aussi le rythme de vie, oui, bien sûr. La capacité de se régénérer est directement liée à l'alimentation et au sommeil. Hein. Ah, une mauvaise alimentation, mauvais sommeil, ça se régénère moins bien. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça. Surtout le sommeil. C'est une bonne nouvelle pour à peu près personne. C'est rassurant. Vous avez d'autres questions? Oui, pardon. Moi, je vais changer un peu de sujet. Oui. À partir du moment où, avec l'ADN, on peut avoir une certaine prédictibilité des maladies, etc., vis-à-vis des assurances que vous avez parlé, quels sont les garde-fous légaux actuels? En France, c'est interdit. Par qui? Par l'État français. Est-ce qu'on est sûr que cette interdiction va rester? Ah ben, elle peut rester, parce que de toute façon, on peut l'envoyer par la poste. Hein. Oui, non, mais est-ce on qu'on reçoit est par sûr drone en retour. que les assurances ne vont pas utiliser ces... C'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Les GAFA utilisent des algorithmes, enfin tout le monde utilise tout hein, aujourd'hui. Hein. Les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Facebook, il m'en manque deux. Et Amazon. Le secret médical? Il n'y en a plus. Hein. Non, non, parce que tout à l'heure, quelqu'un demandait pour la médecine elle a explosé. Hein, ça a explosé. Notamment le colloque singulier. Les données, enfin ce qui se passe sur les données qui deviennent accessibles à tout le monde est extrêmement important. Par contre, il y a une décision de la Cour européenne de justice qui date de quelques jours, qui est européenne, hein, pas française cette fois, qui redonne de la confidentialité aux données d'un individu et qui permet à un individu de poursuivre, en l'occurrence un Irlandais qui voulait poursuivre Amazon, je crois, parce qu'il avait transmis des données sur lui, et la Cour européenne de justice lui a donné raison, et donc ça remet en route tout un processus pour bloquer la transmission d'un certain nombre de données. C'est une révolution, bon, personne n'en a parlé, mais ça vient de sortir. Mais il n'empêche, il faut vraiment... c'est pour ça que le fait qu'on en parle ici est déterminant, parce que vous êtes tous des citoyens, quoi. Il faut que c'est pas aux politiques ou aux scientifiques ou aux médecins de faire ça. C'est les citoyens qui doivent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, quoi, dans ce domaine. Puisqu'avec l'algorithme, ça cause à tout le monde, c'est une succession de calculs qui sont rendus possibles maintenant avec la puissance des ordinateurs, qui permettent d'identifier un certain nombre de choses. Par exemple, si vous allez sur Google, tout le monde fait de la recherche sur Internet ici. La plupart vont sur Google, c'est 90%. Vous savez que votre IP, votre adresse est tracée. On sait qui pose la question. On sait quelles questions vous avez posées. Et on sait en fonction des réponses que vous avez obtenues aux premières questions, quelles sont les autres questions que vous avez posées. Vous n'imaginez pas, hein, c'est un truc, ça dépasse l'entendement, hein, ce qui est possible dans ce cas-là. Donc si vous prenez un individu tracé par son IP, qui est repéré sur Facebook, qui est repéré sur Google, qui sur Google est allé interroger les maladies de je sais pas quoi, moi, de la thyroïde par exemple, et qui sur Facebook est sur un groupe d'amis qui parlent de la thyroïde, et qui en même temps va sur Google se renseigner pour savoir à quelle heure... quels sont les horaires de consultation à tel hôpital, et qui après va demander quels sont les horaires de train, vous savez exactement ce qu'il a, le monsieur. D'accord? Et ce que je vous dis n'est pas de la science-fiction. Hein. C'est pas de la science-fiction. Les machines aujourd'hui sont capables de faire ça. Et Google elle gagne beaucoup d'argent. C'est ceux qui sont le plus organisés là-dessus parce qu'ils vendent ces données. Alors ils vendent la partie des données qui est utile pour les gens qui veulent acheter quelque chose. C'est ceux qui se renseignent sur... qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un permis de construire, machin, etc. Sur le coin, sur comment on achète un terrain, on voyait que c'est quelqu'un qui est susceptible d'être intéressant pour telle ou telle catégorie, donc on le vend. Donc pour l'instant, on est sur des démarches commerciales, mais on peut parfaitement aller sur des démarches de santé par rapport aux assurances. C'est tout à fait possible. S'il vous plaît. Question. Quand les laboratoires, comme maintenant d'analyse de sang ou autres, vous demandent d'envoyer vos résultats sur Internet, donc ça peut être piratable.
Tout est piratable sur Internet. Tout. Donc quelqu'un peut savoir, Tout, même sur le un coup de compte sang que de- vous faites, par exemple. C'est une Les passoire. dirigeants de ce pays. Hein? Tout C'est une passoire. Après, il faut que ce soit intéressant. Il faut que l'énergie que vous mettez et la somme que vous mettez soit intéressante pour le résultat que vous voulez en atteindre. Avoir une description d'un individu, son génome, ce à quoi il s'intéresse, quels sont les groupes d'amis dans lesquels il est par rapport à sa santé et éventuellement ce qu'il consomme parce qu'il va acheter une bonne partie sur Internet, ça peut être intéressant pour un assureur. Faire de la sélection du risque, c'est son métier, un assureur. Si en plus il vous connecte avec le nouveau bracelet, là, et qui sait combien de fois vous êtes dans le frigo pendant la nuit. Attendez, ça c'est pas de la science-fiction. Maintenant, il y a des primes aux États-Unis qui sont liées au nombre de fois que vous ouvrez le frigo. Ça préjuge pas de ce que vous faites dedans. Moi, je l'ouvre, mais je prends jamais rien. Mais il n'empêche, il y a des primes qui sont corrélées au nombre de fois, puis il y a des primes qui sont corrélées au nombre de pas que vous faites. Donc il faut mettre le bracelet au chien, puis lui dire d'aller se balader. Mais bon, ça a la marge quand même, cette affaire. Mais ça existe déjà aujourd'hui. Donc c'est pas de la science-fiction, hein, ce que vous dites. Clairement, on a des sujets, mais c'est, à mon sens, c'est des sujets de citoyens, et les citoyens doivent s'en emparer et dire ce qu'ils veulent. Parce que c'est les citoyens qui sont capables de dire ce qu'ils veulent pour demain, quoi. Et pour ça, il faut avoir compris comment ça marche, quoi. Oh non. La sécurité sociale n'a rien gagné en étudiant ça. Si, on pourrait faire des tas de choses extrêmement intéressantes en matière publique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame. Mais l'altruisme n'est quand même pas la vertu la plus partagée, quoi. Moi, je veux bien, mais je fais des garanties, quoi. Si, on peut faire des tas de choses pour prévenir le diabète, au lieu de se contenter de regarder qu'il y en a 5 à 7% de plus par an, on peut faire des choses très intéressantes, hein. C'est sûr. On peut aussi s'en servir de façon intelligente pour choisir les orientations professionnelles des uns et des autres. On peut faire plein de choses, mais on peut le faire à l'inverse aussi. D'accord ? C'est bon ? Le prochain sujet, c'est quoi ? Ah, bonne question. Alzheimer. Je crois que c'est ça, oui. Encore une fois, j'ai perdu la tête. Il y en a un qui suit. Non, mais oui, c'est ça. Non, c'est ça. Il y en a un Alors ça dépend de la question posée. Si c'est en médecine, c'est Alzheimer. La prochaine fois, c'est la presse avec Monsieur Royer de c'est ce que je vais faire. le directeur des affiches de Haute-Saône. Donc moi, j'ai vu Alzheimer dans le programme, et vous souhaitez plutôt quoi dans Alzheimer? C'est très vaste comme ça. Très vaste. Comment ne pas l'avoir? Comment ça se détecte? Oui. Le diagnostic, enfin D'accord. comment. Et puis après, est-ce qu'il y a des espoirs de stabilisation, voire de guérison? Non. Je peux vous dire tout de suite. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de guérison. Est-ce que la médecine évolue, par exemple, toutes ces connaissances, les études de médecine, c'est relativement long, ou alors après c'est la recherche? Est-ce que ça évolue, ça? Est-ce qu'il y a plus de gens pour la recherche, pour effectivement Alzheimer, pour essayer de faire des recherches sur leur maladie, quoi? Ça, ça change rien sur les études de médecine, hein. Ces éléments-là sont intégrés à mesure et puis plus ou moins effleurés. Pour ce qui concerne la recherche, c'est pour une part publique au sens puissance publique, hein, et pour une part privée. Privé, c'est pour chercher des traitements pour pouvoir les vendre, hein, c'est pour faire du business, j'ai trouvé des traitements qui marchent, ça ne me gêne pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ceux qu'on a vendus jusqu'à maintenant, ils ne marchent pas. Maintenant, c'est officiel. On le dit enfin, donc c'est très bien, c'est une bonne chose. Et puis, la recherche publique, c'est plutôt une recherche fondamentale. Il existe un pan qui s'est développé ces dernières décennies, qui est de la recherche associative, type Généton, d'initiatives associatives, et qui a abouti à ça. Hein. Donc, mais après, ce qu'on en fait de ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est pas, on ne maîtrise pas tout. Quoi, hein. Donc, et pour l'instant, dans la recherche publique, il y a des priorités qui sont mises sur tel ou tel plan. Quoi, hein. Et donc pas sur celui-là. Par contre, quand on fait des études sur la présence des pesticides ou sur d'autres éléments comme ça, on voit qu'il y a un impact sur les maladies. Alzheimer, c'est un ensemble très vaste. Mais bon, j'ai entendu ce que vous avez dit, donc je le préparerai comme ça, y compris avec les tests qui permettent de savoir. c'est considéré comme une maladie génétique? C'est inscrit dans... Non.
Mais j'ai insisté sur les... Mais personne ne l'a relevé, alors moi j'ai fait plein de trucs pour rien. J'ai insisté sur les neurones tout à l'heure, d'accord ? Parce qu'ils ne se régénèrent pas. Le fait qu'ils ne se régénèrent pas veut dire qu'on a un capital qu'il faut préserver. Alors, plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est d'avoir une alimentation équilibrée quand on est enfant. C'est sûr. Comment ? Trop tard. C'est mort. Non, mais vous me posez la question, je vous réponds. D'un pays à l'autre, le fait que les enfants aient une alimentation équilibrée ou pas, ça a des incidences sur ce qui deviendront plus tard. On ne peut pas dire que là où on bouffe beaucoup comme ici, c'est mieux, hein, c'est juste que c'est la qualité de l'alimentation qui fait. Et puis après, il y a le fait de l'utiliser. Quand vous utilisez vos neurones, notamment chez les jeunes, mais y compris après, je les ai vus. Quand vous utilisez vos neurones, vous augmentez les connexions. Et un neurone tout seul, c'est pas très intéressant, quoi. Par contre, 10 neurones qui sont connectés les uns aux autres, ça commence à devenir 100 000, 10 000 neurones qui sont connectés. Là, ça donne des cerveaux extraordinaires. Et on trouve le tableau du début, quoi. Il ne se produit pas toujours dans le bon sens, mais ça donne un truc extraordinaire. Et donc, les connexions qui se multiplient sont liées au fait de s'en servir. Donc, le fait d'apprendre et de continuer à apprendre. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, des ateliers mémoire pour les gens qui ont des difficultés et qu'il y a des tas de gens qui, tous les matins, récitent une fable de La Fontaine. Mais là, c'est pas l'heure pour moi. Donc, mais plus vous entraînez plus vous connectez. Et quand vous connectez, ça marche mieux. Ouais. Et en fonction du nombre de neurones, on peut savoir si on va être militaire. Il y a, non pas sur les neurones, mais sur les gènes, des profils de personnes qui seront plus créatives et d'autres qui seront plus dans le règlement. Ah oui, ça, on peut voir. Oui, gènes. Au niveau des gènes. Au niveau des gènes, oui, c'est des choses qu'on peut voir. Moi, je le mets comme ça. Il faut faire gaffe, il ne faut pas qu'il y ait d'assureur, pas de militaire. Donc on peut dire qu'il y a vraiment un rapport entre intelligence sociale et intelligence tout court, puisque l'un stimule l'autre, normalement. Mais c'est aussi comme ça qu'il y a des individus qui se trouvent dans des situations sociales ou professionnelles qui ne leur conviennent absolument pas, et qui vont développer des maladies d'ailleurs, parce que ça ne convient pas à leur être, qui est un être qui est plutôt créatif pour certains, qui est plutôt et qui est plutôt dans la tranquillité et la norme pour d'autres. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, chacun est comme il est. Il y a des gens qui sont plus à leur place dans certaines situations sociales, métiers ou situations de rapport avec les autres. C'est comme ça qu'il y en a qui rentrent en conflit parce qu'ils ne sont pas à leur place ou qui se rendent malades, soit l'un glace l'autre, soit en stagne. Et donc si on pourrait imaginer qu'on puisse avoir une vision et qu'on puisse dire aux gens, au lieu de faire des tests et qu'on fait les tests d'orientation en seconde pour les élèves en les envoyant là où il y a des places à remplir, non, là où les tests je leur dis c'est là où il y a des places à remplir. D'accord ? On pourrait imaginer ça, et les gens seraient mieux, ils seraient plus à leur place, donc on utiliserait mieux leur potentialité, et ils ne se rendraient pas malades, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent malades du fait de... Ce qu'on appelle le stress, c'est une contrainte, et cette contrainte, vous en voyez l'image ici, quoi. Parce qu'au bout du bout, le stress, il appuie là-dessus, quoi. C'est un truc qui appuie là-dessus, c'est une contrainte. Et donc ça marche moins bien, ou alors ça se détraque, quoi. Donc l'aîné a une grande importance. Ça, on peut pas... Je ne sais pas s'il est déterminant, après c'est des opinions, mais c'est quand même un truc très, très important. Quoi. Mais on peut, dans l'acquis, faire en sorte de décider que les gens sont égaux. C'est pas de l'inné, c'est de l'acquis, ça. On peut le décider, c'est nous qui décidons. Hein. Et donc on va l'adapter en fonction des capacités des uns et des autres. C'est l'intelligence, ça s'appelle. Les choses ne sont pas linéaires. D'autres questions, non? Moi, je suis pas à Peut-être je prends la relève. Oui, c'est tout bon. Ok.
n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler de M. Royer. Si vous voulez des fiches, j'en ai ramené quelques-unes, pour ceux qui n'ont pas eu le programme de l'année. Puis on mettra le PowerPoint sur le site. Oui, oui. Comme d'habitude, laissez-moi un délai de 7 jours pour que je puisse retomber sur mes pieds. En général, c'est 7 jours. Et vous retrouvez la conférence en ligne, les documents, la bande audio qui est en haute définition, qui est plus facile à écouter. Enfin, tout est disponible comme chaque année. Et puis donc, la prochaine fois que je retrouve, voilà. Monsieur Royer-Philippe, grand reporter et co-dirigeant des affiches de la Haute-Saône, donc il vient exclusivement pour nous. Donc il va parler de la montée en puissance de la presse People, donc tout ce qui est magazine qu'on voit fleurir un peu partout et qui sont en dehors de tout esprit critique. La lente érosion du print papier, c'est-à-dire de la presse nationale, et l'arrivée du numérique, parce qu'on lit de plus en plus en lecture verticale, c'est-à-dire sur support tablette, mais je ne sais pas s'il va l'expliquer, mais en règle générale, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'assimiler des mots-clés ou de l'information en flux vertical, mais par contre, pour la faculté d'analyse, pour approfondir le texte, pour réfléchir sur le texte, en général, vous avez dû vous en apercevoir, vous imprimez et vous lisez tranquillement sur le canapé ou sur une chaise, mais très difficile de lire sur ce qu'on appelle un médium instable, qui est une tablette numérique. Donc peut-être qu'il va en parler. À la recherche d'un nouveau modèle économique avec le bimédia, donc associer le print et le numérique, mais le print a tendance, c'est vrai, à s'éroder un petit peu. Tous journalistes, c'est vrai, avec les blogs qu'on voit un petit peu partout sur Internet, on devient un peu tous journalistes. Moi, je vois plutôt ça d'un côté positif, puisqu'on contribue à l'information, on génère des opinions, donc ça fait de nous des citoyens aguerris. La force des réseaux sociaux, comment trier, comment améliorer tout ça. Donc lui viendra parler un petit peu de tous ces aspects-là, et puis peut-être aussi un peu des affiches. Donc ça va se passer le 3 novembre, mardi 3 novembre à 19h30 comme d'habitude. Et puis bon, je pense qu'il y aura du monde, donc je vais prévoir un nombre de chaises assez important. Voilà. Par contre, grâce à une connaissance qui est un petit génie de l'informatique, on a réussi à avoir un nom de domaine un peu plus facile que le précédent. Parce que c'est vrai que notre nom de domaine sur Internet avant c'était arspreceptorum.org qui correspondait au latin l'art des enseignements, qui était en fait le constituant de base du groupe de réflexion qui a abouti à l'université populaire. Bon, maintenant on peut taper